Laufenstein, ce nom de famille vous dit peut-être quelque chose? Vers la fin du XVIIIe siècle, cette dernière était l'une des familles les plus populaires d'Allemagne. À la tête de cette famille, nous avions l'illustre comte Dieter Laufenstein, un homme fin portant de grosses lunettes rondes et à la moustache magnifiquement bien peignée. Il portait toujours un grand manteau de la même couleur que le bronze. Dieter était également accompagné de son épouse Suzanne, une femme distinguée et très délicate, et l'unique héritier de la famille qui portait le nom d'Henri. Son père l'appela comme ça à la suite d'un de ses voyages d'affaires en Angleterre, où il s'acheta une merveilleuse demeure. Vue de l'extérieur, cette famille était heureuse et sans défaut, mais au sein de celle-ci régnait une toute autre ambiance. Le père était toujours plongé dans son travail, délaissant ainsi sa femme et même son fils. Son travail consistait à la fabrication de machines capables de se mouvoir et d'effectuer des tâches sans intervention humaine, des automates. C'est après la révolution industrielle en France que ce type de construction se développa, et des amis de Laufenstein, résidents français, partagea leurs connaissances suite à cet événement. Cette famille est connue sous le nom de Vorarlberg. Depuis, les Laufenstein se transmettent ce savoir-faire de génération en génération, de père en fils. Henri, lui, était âgé d'une dizaine d'années seulement, et même s'il savait faire de minimes constructions, il ne connaîtra le secret de fabrication des automates qu'à l'âge de 18 ans. À l'aube de son 11e anniversaire, sa mère Suzanne eut l'idée de faire une sortie en famille dans le jardin du manoir. Pourquoi dans le jardin du manoir, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement car leur fils avait peu le droit de sortir, soi-disant pour le protéger du monde extérieur. Et à peine sorti du lit, le tout jeune Henri jouait avec sa petite locomotive qu'il reçut le jour de ses 10 ans. C'était son jouet préféré, offert par les Vorarlberg. Il était à chaque fois très dur de le faire sortir de sa chambre le matin à cause de cela. Dur, certes, mais pas impossible. Même s'il fallut aujourd'hui à sa mère l'aide de 2 majordomes. Les faire sortir de la maison n'était pas chose due. Et lorsqu'elle vit la complexité de la chose, elle abandonna l'idée et elle rejoignit son amant qu'elle voyait dans un bar au loin. Henri passa sa journée d'anniversaire à s'amuser avec ses jouets et en début d'après-midi, regardant par la fenêtre la neige tomber. Le soir venu, à table, un gâteau fut préparé par les servants. Henri était tout enjoué et dévora à lui tout seul l'entièreté du gâteau. Hormis cela, un grand silence gênant s'installe notamment à cause du père qui n'avait qu'une seule envie, c'est de se reclure dans son bureau, tandis que la mère était heureuse de voir son fils si joyeux. L'enfance d'Henri fut surtout guidée par sa mère, mais arrivée à l'adolescence, celle-ci mourut, tuée par son amant sur le chemin qui l'emmenait au bar, juste 4 jours avant le 16e anniversaire d'Henri. Son cadavre eut le temps de se faire recouvrir par la neige. Dévasté, les pleurs de l'héritier, ne fêtant plus son anniversaire, s'entendaient toujours lorsque vint l'hiver. Marre de l'entendre pleurer, Dieter, le père d'Henri, que la mort de sa femme semblait peu le toucher, travailla sans relâche sur quelque chose qu'il garda secret pendant encore 4 ans, avant d'être envoyé en prison à cause d'un automate défaillant qui tua son propriétaire. Le titre de son père lui fut donc enlevé et à tout juste 18 ans, Henri, autrefois héritier, devient désormais le comte Laufenstein et a en sa possession tous les biens de la famille. Maintenant devenu maître des lieux, il fit quelque chose qu'il rêvait de faire étant petit, virer tous les servants de la maison, ne voulant autrefois qu'être entouré de sa mère et de son père. Pourquoi tous les virer aujourd'hui alors qu'il est seul? Eh bien c'est justement la raison pour laquelle il les a tous virés, pour être seul. Se promenant dans le manoir, Henri décide de se rendre dans le bureau de son père, parti avant de pouvoir dévoiler le secret de fabrication des automates. C'est au travers d'un petit mot que son père lui divulgue ce fameux secret. Pour complémenter ses connaissances, il dévora tous les livres présents, fit des tests, des essais, des réussites, des échecs. Il reprit tous les travaux de son père et les termina tous au bout d'une 20aine d'années. Il faut dire qu'il travaillait sur pas mal de choses à la fois et également sur quelque chose en particulier que le comte actuel n'avait pas encore trouvé. Mais le hasard fut tel qu'après avoir cassé un miroir par accident, Henri vit une petite porte dissimulée sur le mur. Et à l'intérieur de cette petite cavité, il y découvrit des plans d'un automate très élaboré,
à l'apparence de sa mère défunte. Tout y était inscrit. Il ne suffisait que d'avoir les bons matériaux et l'automate ne serait plus distinguable de l'humain. Fortement intrigué, le comte, maintenant âgé d'une quarantaine d'années, décide de voir son vieux père, toujours vivant, en prison, dans le but d'obtenir des réponses. Bonjour, père. Oh mon fils, tu as décidé de venir voir ton vieux père. J'ai des questions à propos de ces plans. Oh, je vois, tu les as trouvés. J'avais terminé ces plans juste avant qu'on vienne m'arrêter. Je les avais vus venir. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai laissé le mot il y a 20 ans. Car je savais que je n'aurais pas souvent l'occasion de te voir, fils. Mais pourquoi avoir pensé à quelque chose d'aussi morbide, père? J'en avais tellement marre de tes pleurs, de ta tristesse. Comment as-tu pu? Ne laissant pas son père terminer ses explications, Henri s'en alla de la prison pour retourner à son manoir, s'enfermant dans son bureau. Il fit les 1000 pas longeant la fenêtre, se demandant s'il devait se lancer dans la fabrication de cet automate. La solitude n'aidant pas, l'ancien héritier se laisse emporter par la nostalgie et prend cela comme un défi qui fera revenir sa mère. Après de longues semaines d'hésitation, Henri est décidé. Il réunit tous les matériaux dont il avait besoin, excepté un qui ne peut se procurer qu'à Londres. Il entama donc un long voyage en direction de la demeure londonienne de son père. Il prit le premier train en direction de France, pour ensuite aller jusqu'en bateau à la capitale anglaise. Il s'y installa et les matériaux manquants, il les trouva ici, pour ainsi terminer le projet ultime de son père. Son œuvre commençait à prendre forme, pour enfin distinguer clairement sa mère. Ne lui manquant plus que le secret de fabrication des automates. Un cœur humain. Il prétexta un banquet dans le but d'inviter des gens de basse renommée. Parmi le monde qu'il avait invité, une femme se distinguait des autres. Elle s'appelait Isabelle, et au détour d'une conversation, le comte lui proposa de le rejoindre dans une pièce. Les portes se refermèrent derrière elle, ne laissant que le bruit des automates s'emparer de la salle. Le comte attacha la pauvre femme, lui prenant ensuite son cœur. L'automate, maintenant terminé, devait faire ses premiers pas. Henri fit partir tout le monde de la grande salle, les renvoyant chez eux. Le hall d'entrée était libre pour que remarche parmi nous la mère d'Henri. La voilà terminée, en état de marche. Mais quelque chose clochait. Les plans datant d'il y a fort longtemps, l'âge que semblait avoir l'automate de sa mère était, à cet instant précis, le même que celui de notre comte. Ne pouvant plus la présenter comme sa mère, il lui changea d'identité pour ensuite l'appeler Émilie, et la présentant comme sa femme. Cet homme était décidément bien étrange. Il vit sa vie de comte, fabriqua des automates pour des résidents anglais. Il s'entoura de majordomes mécaniques. Tout semblait aller à merveille. Une grande boutique dirigée par 2 jeunes entrepreneurs fit appel au service du comte. Il lui demandait la représentation d'une femme adulte et de 2 enfants. Tout ça pour les placer dans les rayons de jouets pour enfants. Enfant. Ce mot résonnait par la suite dans l'esprit du comte Loffenstein, qui ne pouvait décemment pas en avoir. Sa femme n'est en réalité que l'automate représentant sa mère. Mais durant un soir lugubre, le comte se fit la réflexion que s'il pouvait se fabriquer une femme, il pouvait peut-être se fabriquer un fils. C'était évident, le comte voulait avoir un enfant. Il entama donc la construction de son fils automate, mais cela demanda une bien plus grande précision. Et lorsqu'il atteignit un résultat ressemblant vaguement à un enfant, il se mit à délirer. S'imaginant des choses, il devait, pour garder sa concentration, se saouler à l'alcool. Mais cette manie devint si omniprésente que ce n'est qu'à la vue de son présumé fils qu'il buvait, rendant tous ses gestes imprécis. Mais malgré cela, il réussit à terminer le squelette automate. Il ne lui manquait plus qu'une pièce, le cœur d'un enfant. Il habita de nombreuses personnes, toujours très pauvres, pour éviter d'attirer l'attention sur lui. Mais jamais il n'a réussi à extraire leur cœur, certainement à cause de l'alcool. Cet homme était devenu complètement fou.
Un jour, il reçut les acheteurs Archibald et Richard Flitwick, les deux jeunes frères entrepreneurs, leur donnant ses dernières créations, comprenant la femme et les 2 enfants, qui ont été en réalité faits à partir de véritables êtres humains. Mais sachez que cette famille banale avait un 3e fils dont le cœur fut arraché par le comte, saoulé au point de le réduire en morceaux. Qui aurait pu prévoir que le jeune garçon, autrefois omnubilé par sa locomotive, serait un jour un dangereux psychopathe, prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire.